c'est une revue où on parle beaucoup de Windows. Ouais, bizarre. Donc comme d'habitude, on commence par la revue des vulnérabilités Windows, donc je passe les deux premières qui ne sont pas intéressantes. Celle-là, c'est bulletin sur le nombre de vulnérabilités d'Internet Explorer, donc 29 vulnérabilités, c'est assez conséquent. Je passe rapidement, c'est juste le nombre qui est rigolo à voir. Si une particularité, c'est qu'une des CVE faisait partie des données qui ont été volées à Hacking Team et publiées sur Internet. Alors ces deux-là sont magnifiques. Donc la première, c'est un peu la bombe atomique, c'est vulnérabilité dans RDP qui permet à distance d'exécuter du code. Donc RDP, c'est le protocole d'accès, d'administration à distance fenêtrée de Windows. Et donc là, il est possible d'exécuter du code sans authentification sur RDP, donc c'est plutôt moche. Par contre, au moment de la publication du bulletin, il n'y avait pas de code d'exploitation public. Heureusement, sinon ça aurait été vraiment la bombe atomique. J'ai une petite question, je n'ai pas eu le temps de creuser. Sur RDP, tu as soit la sécurité normale, ce qui fait que ça t'affiche l'écran et ensuite tu te logs, soit le NLS. C'est même si tu as activé le Network Layer Authentication. Malheureusement. C'est justement dans les mitigations de l'article qu'il n'y avait rien. D'accord. Si ce n'est coupé RDP. La deuxième aussi est assez rigolote parce que c'est évasion d'une machine virtuelle sur Hyper-V pour exécution de code sur l'hyperviseur. Donc ça aussi, c'est suffisamment rare pour en parler. Et puis ça a été découvert par un Français qui est chez Microsoft. Donc, voilà. Et ah oui, aussi, un truc très intéressant, je l'ai mis un tout petit en dessous, c'est que c'est la première fois que Microsoft crédite un ingénieur interne qui trouve une vulnérabilité. Avant, quand une vulnérabilité était découverte par un interne, c'était juste pas crédité. Et là, c'est la première fois. Et c'est un Français. Là, je passe. Alors, le bulletin 1570, c'est du classique vulnérabilité sur des documents Office avec exécution de code à l'ouverture d'un fichier Office. Une petite particularité que je trouvais amusante, en fait, c'est qu'apparemment, ça aurait été utilisé par le groupe APT28, qui serait donc potentiellement un groupe russe. Avec alors, dans tous les articles, ils disaient il y a un marqueur amusant qui est T00T, T00T. Ah, on a trouvé ça dans l'exploit, mais on ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est complètement con parce que c'est tout qui veut dire ici en russe. Tout, c'est ici en russe. Et j'ai été étonné de voir ça nulle part, que personne ne soit juste capable de comprendre que c'était ici en russe. Alors, il y a quand même beaucoup de gens qui parlent russe, mais c'est pas votre faute. Non, c'est tout. Ça veut juste dire ici. Et c'est vrai que c'est le début du shellcode, ça dit voilà, c'est ici. Donc voilà, vous savez maintenant qu'en russe, tout, c'est ici. Netlogon, je la passe. GDI, juste donc une vulnérabilité dans le gestionnaire graphique de Windows. Le seul point intéressant, c'est que c'était découvert par un Français. Il faut un peu. C'est pour le kiff. La vulnérabilité 74 est assez rigolote parce qu'en fait c'est au niveau des paquets d'installation Windows, donc les fichiers MSI, on peut les accompagner d'un script. Et en fait la vulnérabilité était au niveau du script parce qu'on pouvait donc injecter un autre script parce que le script n'était pas signé. Le fichier MSI comme un binaire lui est signé mais pas le script. Donc il était possible en fait de prendre un fichier d'installation légitime Windows de n'importe quelle mise à jour et de le pousser avec un script qui permettait d'exécuter du code en tant que système et donc de prendre la main sur un serveur ou un poste de travail. Pareil, encore un petit point pour encore un Français qui a découvert une vulnérabilité. C'est le même. Encore le gestionnaire des polices de caractère dans Windows qui a encore une vulnérabilité. Donc j'ai encore une fois exécution de code, comme c'est exécuté en ring 0 par le kernel, forcément ça exécute du code dans le kernel. Le point intéressant c'est que ça a encore été trouvé dans la fuite Hacking Team avec une très bonne analyse du groupe chinois Vulkan, enfin 360 Vulkan, qui fait partie d'un éditeur antivirus chinois et qui fait beaucoup parler d'eux depuis quelques semaines, mois, parce qu'ils font beaucoup d'articles très intéressants justement sur des exploits, des choses comme ça. Encore une vulnérabilité sur le gestionnaire de police de caractère. Un support étendu comme pour Windows XP ou pour une somme astronomique Potentiellement oui, mais je sais qu'ils ne corrigent pas tout, certaines seulement les plus critiques. En tout cas, ça fait une élévation de privilèges gratos, surtout dans les serveurs de l'Ultra. Donc, bulletin d'août, 13 vulnérabilités sur Internet Explorer, petit mois. Internet Explorer, au fur et à mesure, on ne devrait plus voir de failles dans Internet Explorer, parce que Internet Explorer n'existe plus à partir de maintenant. Non, mais après, il y a le bulletin pour Edge, rassure-toi. Espérons que ces choses disparaissent. L'année dernière, en décembre ou en janvier, j'avais fait le cumul, il y avait plus de 200 vulnérabilités qui avaient été découvertes déjà l'année passée sur Internet Explorer.
C'est-à-dire qu'il s'améliore d'année en année. C'est le navigateur le plus sûr. C'est ça. Donc là, tout un lot de vulnérabilités en fait, pour le gestionnaire graphique et le gestionnaire des polices de caractère sous Windows. Le seul point rigolo, c'est qu'il y a quand même 16 vulnérabilités qui ont été corrigées, ce qui est assez énorme. Mais rassurez-vous, il y en a encore beaucoup d'autres. Parce qu'il y a tellement d'API, de rétrocompatibilité, de choses comme ça, qu'il y a une surface d'attaque gigantesque. Office RDP, je passe. SMB, je passe aussi. Celle-là est intéressante, c'est une exécution de code à l'insertion d'un périphérique USB. Ça joue sur les liens symboliques. Et point assez intéressant, c'est que dans le correctif de Microsoft, il y a le code de la CVE dès que cette faille est, il y a une tentative d'exploitation de cette faille. C'est-à-dire que si vous insérez une clé USB sur un poste ou un serveur corrigé et que vous tentez d'exploiter la vulnérabilité, dans ce cas-là, dans les logs d'événements système, vous avez, attention, tentative d'exploitation de la CVE, machin. Et donc il y a le numéro de la CVE qui est en dur dans la DLL. Ça c'est rigolo à voir. Bon, moi je trouve ça rigolo. C'est rigolo. Je passe. Et donc pour JP, les 4 premières vulnérabilités de Edge, donc le nouveau navigateur de Microsoft. Donc 3 exécutions de code et un contournement de ASLR, donc système de protection et de randomisation de l'espace mémoire dans Windows. C'est quand même étonnant dès le début de voir déjà des vulnérabilités sur Edge alors qu'ils sont censés avoir repris de bonnes bases, un développement sécurisé. Vulnérabilité.net. Ah oui, un correctif hors bande qui est sorti fin août suite à une vulnérabilité dans Internet Explorer. Alors j'ai pas trouvé de code d'exécution public, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont sorti hors bande en urgence, mais bon, il y a ce bulletin qui est sorti. Ensuite, je ne sais pas si tu l'as vu à la Black Hat. À la Black Hat, il y avait Microsoft avec ce mur qui présentait en fait le top 100 des chercheurs ayant trouvé le plus de vulnérabilités. Et le premier, c'est James Forshaw, on ne voit pas très bien son nom là, et qui est chez Google Project Zero. Et après, il y a des Chinois. Et en français, le premier français, il est où? Il est ensemble, non? Il est loin. Non, mais je pense qu'il ne doit pas être très loin. Il y en a un que j'aime bien parce qu'il a un nom rigolo ici, qui est beaucoup. Je trouve beaucoup de vulnérabilités sur. Bon, ça c'est juste pour, encore une fois, comme chaque mois, pour prouver que Windows XP Embedded Post-Ready est toujours mise à jour. Ça j'en parlerai plus tard, c'est une vulnérabilité dans l'outil de détection de malware de Microsoft. En fait il y a une race condition qui fait que, allez savoir pourquoi, l'outil avant de faire un scan pose des DLL dans un répertoire temporaire, qui est le répertoire temporaire accessible par tout le monde. Et donc les DLL sont accessibles par tout le monde et en fait il y a une race condition qui fait qu'on peut mettre sa propre DLL. Et dans ce cas-là l'outil charge un code exécutable sans vérifier de signature. Est-ce que tu veux revenir sur Flash? Sur rapidement après, sans point gris. Donc comme je le disais avant, Windows 2003 c'est fini, fin de support, enfin le support officiel, il y a peut-être effectivement un support spécifique en payant très très cher. Ce qui est rigolo c'est de regarder sur Shodan le nombre de 2IS 6 encore existants, et 2IS 6 c'est forcément Windows 2003, il y en a encore beaucoup accessibles directement sur Internet. Windows 10 est sorti, alors avec tous ces mouchards, le scandale que ça a fait, etc. Enfin, Windows 10 fait pas plus que Apple et Google, sauf que eux l'affichent clairement, avec un certain nombre de paramètres qui permettent de les désactiver. Il y en a un peu plus que les autres. Et que les deux sont transport aux OS pour téléphone portable. C'est vrai. Il y a en complément de tout cela, je crois pas le voir. Alors j'ai parlé de la licence où ils te disent qu'ils peuvent bloquer tes applications contrefaites, même tes terminaux non autorisés. Bruno Carenton qui en fait, Bruno Carenton qui travaille en Suisse, encore une fois, a fait sa propre analyse de Windows 10 parce qu'il en avait marre de voir passer des choses sur Internet, il ne voulait pas savoir ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai. Donc il a tout mis dans une machine virtuelle et il décode des flux au fur et à mesure, etc. Donc, c'est pas lui qui a vu les sorties DNS parce que c'est ce qui était mis ici, je sais plus, j'ai mis les requêtes DNS. En fait, quand on fait une requête DNS dans Windows 10, même si on a un tunnel, Windows 10 a l'intelligence ou la débilité d'envoyer ça sur toutes les interfaces. Je n'ai pas le souvenir. Qui fait que quand on a un VPN, c'est pas très vite. Et là, il a continué
sur Skype, qui appartient à Microsoft, qui est intégré maintenant à la base de la communication Link. À la base du chat, et il disait même quand je tue Skype, il y a toujours des requêtes qui sont faites. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par ça, je vous invite vraiment à vous rapprocher de volontairement. S'il a publié quelque chose, je veux qu'il m'envoie les liens, je le rajouterai. Pour l'instant, c'est sur Twitter, mais on regardera sur son site, sur son blog. Une bonne nouvelle, c'est que Microsoft abandonne enfin Silverlight. Oui, mais pas pour Skype. Alors, vulnérabilité système. Alors, PHP File Manager, que je ne connaissais pas du tout, qui est un outil de gestion payant. Et en fait, un auditeur a dû l'acheter pour pouvoir l'auditer, parce que ça coûte pas très cher, mais quand même. Et en fait, c'est bourré de vulnérabilités, dont une backdoor assez évidente, qui est un utilisateur qui s'appelle comme ça, Do Not Remove the Sanctuary. Pour OpenSSH, il y a eu pas mal de bruit sur la pseudo-file qui permet en fait de faire du brute force sans être limité. Et alors, je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent Popcorn Time, qui est un site web qui permet en gros de regarder des séries et des films en streaming gratuitement, un peu illégalement, mais bon. En gros, l'application, surtout en JavaScript, elle va chercher du contenu JSON, mais en HTTP, sans vérifier le contenu, ce qui fait qu'il est possible d'injecter du trafic, d'injecter du code JavaScript. Et comme ça utilise la librairie Node.js qui est ultra évoluée, ça permet d'accéder à des fichiers sur l'ordinateur, de faire beaucoup de choses, donc d'exécuter du code. Enfin, voilà. Il y a une démonstration avec une exécution de la calculatrice, comme ça. PowerDNS, il y a une vulnérabilité qui fait parler beaucoup de gens en fait. Bon, on envoie un simple paquet, ça permet de planter PowerDNS, sachant qu'il y a à peu près les mêmes choses sur Bind qui sont sortis cet été. Bind est un peu plus utilisé. Bind est légèrement plus utilisé, effectivement. Flash, tu voulais en parler, donc il y a une vulnérabilité Flash qui est sortie encore une fois suite au leak de Hacking Team, et c'est celle qui avait été vendue 45 000 € par un chercheur russe indépendant à Hacking Team. Donc en fait sur Flash maintenant, si on prend le côté défensif pour l'attaquant, Firefox a désactivé par défaut l'usage de Flash. Il me semble que Chrome Google aussi a désactivé pour les publicités. Et dans les publicités, donc, Amazon. Google est un des plus grands fournisseurs de régie publicitaire. Et les prochaines versions de régie publicitaire interviendront dans l'embarqué du Flash. Et il y a une ligue d'éditeurs qui se sont mis à contrer Flash. Donc peut-être qu'on va se débarrasser enfin de cette saleté une fois pour toutes. Aujourd'hui, il reste plus globalement que si vous voulez regarder au manga en streaming, il faut avoir un Flash. Amazon aussi participe au mouvement, on en parle un petit peu plus loin. Ah, à chaque fois que je fais un slide pour lui, il n'est pas là. 100% des montres connectées sont vulnérables selon HP. Bon, voilà. Je trouve que l'étude n'est pas très complète. Non, mais enfin, il y a zéro info. L'étude en soi n'est pas du tout intéressante, mais comme Hervé a une montre connectée, là ça devient très rigolo. Autre point, Rohammer, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez entendu parler de l'attaque, ça fait pas mal de bruit, ça avait été présenté par Nicolas Ruff à la STIC. Et il y a eu une émission No Limit Sécu aussi où Nicolas a participé, a présenté la vulnérabilité. En gros, il est possible de faire changer des bits mémoire en écrivant et en lisant très rapidement sur une certaine zone mémoire sans utiliser le cache du CPU. Et apparemment, ce serait exploitable depuis JavaScript. Alors en soi, ça paraît anodin comme ça, mais ça permet donc de faire flipper, donc de changer des bits et donc de potentiellement modifier des zones mémoire avec l'élévation des droits, qui attribue de privilèges. Faire de l'élévation de privilèges. Depuis JavaScript. Le papier est vraiment très intéressant. Il est compliqué à lire, mais aussi intéressant. Pas trop long. Ça, je passe. XenQEMU, un certain nombre de fuites, enfin évasion de la machine virtuelle. Je ne sais pas s'il y en a chez vous qui ont des comptes Steam. Mais Steam, il y a eu une vulnérabilité qui n'a pas duré longtemps, je crois quasiment une soirée ou un week-end, où en fait il était possible de changer le mot de passe. Normalement on reçoit un code, mais je crois que là le code était vide, il était possible de changer le mot de passe de n'importe qui comme ça. C'est embêtant. Plutôt embêtant. Tu le précises parce qu'on ne comprend pas que c'est celui de quelqu'un d'autre en fait. Ah oui. Ça c'est rigolo. Alors, les antivirus en 2015, alors taper sur une ambulance, c'est pas. Si, c'est très drôle en fait. Alors il y avait eu pas mal de travaux par Tavis Ormandy en 2012, je crois, de mémoire, sur, je crois que c'était Sophos, où il y a eu un petit conflit entre Sophos et Tavis, et donc au final il a défoncé l'antivirus. Ça s'appelait Sofail.
Oui, sauf tout à fait en prouvant que l'antivirus était bourré de vulnérabilités et ne marche pas. Très bien. Et donc là, Tavis s'est aussi occupé de Kaspersky et de je ne sais plus quel autre là récemment. Mais en gros, ces derniers temps, les antivirus ont été pas mal étudiés. Il y a énormément de vulnérabilités. Le problème d'un antivirus, c'est que ça tourne avec les droits système root sur l'OS. Et donc ça peut être utilisé comme levier d'intrusion et d'élévation de privilèges. Donc là, vous avez une collection de pas mal de vulnérabilités très récentes sur tous ces antivirus. Et donc celle de Microsoft sur le scanner de malware de Microsoft. Je ne sais pas si quelqu'un a des remarques ou une question. Du coup, si je prends un dispositif où j'ai plein d'antivirus dedans qui tournent à toutes les vulnérabilités, c'est non rien. Nouvelle catégorie. Nouvelle catégorie, les voitures connectées, enfin les voitures tout court. Spécial dédicace à Guillaume Lopez. Ouais. Beaucoup de choses à dire, hein, du coup c'est un peu nouveau. C'est principalement des choses qui ont été présentées récemment, mais pas que. Alors je commence très brièvement sur le système Uconnect. C'est un nouveau système qui a été utilisé par le groupe Fiat Chrysler sur énormément de marques, à la fois sur des voitures entrée de gamme et haut de gamme. Donc c'est Charlie Miller et Chris Valasek qui ont présenté ça à la Black Hat et à la DEF CON. Ils arrivaient de manière distante, uniquement depuis Internet, à prendre le contrôle d'une voiture et à désactiver le volant ou à la faire freiner sur l'autoroute, etc. Donc c'est très très grave. Ça a été corrigé en partie, c'est-à-dire que principalement c'est du cloisonnement réseau qui a été fait par l'opérateur. Donc maintenant toutes les cartes SIM des voitures ne sont plus joignables en fait depuis soit depuis Internet, soit depuis les autres IP du réseau Sprint. Donc ça c'est une première chose. Et ensuite Fiat a envoyé des clés USB pour faire une mise à jour logicielle à 1,4 million de propriétaires. Et il y a un white paper de 90 pages qui est très intéressant où ils détaillent vraiment tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont fait d'un point de vue technique. C'était assez compliqué, donc c'est intéressant à lire. Et ils sont tous les deux partis travailler chez Uber. Donc il y en a un qui travaille chez Twitter, l'autre chez IOActive, et donc maintenant ils ont été visiblement embauchés chez Uber. De la même manière, il y avait des vulnérabilités chez Tesla, donc là je n'ai pas mis le détail, ça a été corrigé également. La clé USB en fait ça ressemblait à ça. Ouais. C'était une espèce de carte comme ça avec une petite clé USB détachée. Sachant qu'une des vulnérabilités c'est que le firmware n'était pas signé, donc si quelqu'un envoie une autre clé USB à brancher, voilà. Enfin, entre Jeep et Tesla, il y avait quand même quelque chose à remarquer d'important, c'est que Tesla a un système de mise à jour à distance totalement connecté et que Jeep pas du tout. Donc quand Tesla a sorti sa voiture, elle était trop basse de 1 ou 2 cm, ça posait un vrai problème. Pour corriger, ils ont envoyé une mise à jour de la voiture. Il y a, je crois, 1 million de voitures qui ont été mises à jour simultanément. Certains peuvent peut-être être intéressés. Et Jeep a dû rappeler 1 million, 1,2 million voitures, donc vous voyez l'économie. Et Tesla est très en avance par rapport aux autres sur la sécurité. Ouais. Enfin ça c'est ce qu'ils disent, grosso modo ils se font pouner comme tout le monde quoi. Il y a des choses à regarder, enfin il y a des choses qui vont être intéressantes là-dessus parce que on en reparlait cet après-midi avec pour l'escalade, faut-il ou faut-il pas connecter une voiture. Quand on voit que le non-rappel est juste envoyer un code, ça permet de ne pas rappeler des millions de voitures, il y a peut-être des questions à se poser de manière économique. En sécurité c'est autre chose, mais je comprends que Tesla ait embauché un DCLS. De la même manière sur les systèmes Touch and Go de Toyota, alors c'est pas une étude aussi avancée, mais c'est les mêmes vulnérabilités, c'est-à-dire une fois qu'elle est connectée à Internet, il y a un port exotique qui en écoute et en fait c'est le système début, et du coup on peut envoyer des commandes. Et ensuite, deux choses intéressantes sur les attaques. Alors j'ai marqué sur les clés de voiture, je ne sais pas que ça s'appelle key fob en anglais, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est les clés de voiture qui ouvrent, enfin les télécommandes, c'est-à-dire les boutons où on appuie et ça ouvre par radiofréquence. Donc évidemment c'est très peu sécurisé, donc la plupart des constructeurs sont vulnérables. Et il y a un autre papier qui devait être publié dans Usenix il y a 2 ans, et il y avait eu un arrêté d'une cour en Angleterre qui avait mis en demeure les chercheurs, donc finalement ça vient seulement d'être publié, c'était le même type de travaux, donc c'était connu depuis longtemps. Sur Volkswagen. Sur Volkswagen. D'accord. Et ce qui a été présenté à la DEF CON, ça concernait 3 ou 4 BMW, ça avait été présenté. Sur leur schéma, ils trouvent n'importe quel BF. Ouais.
Donc voilà, c'est 3-4 voitures. Puis après, j'ai juste mis un petit tweet qui était rigolo. Il y a apparemment un service qui s'appelle DriveNow en Allemagne et peut-être d'autres pays en Europe qui permet de démarrer sa voiture, de l'ouvrir depuis son smartphone, du coup de ne pas utiliser de clé. Bon, ils ont été en panne et du coup, il y a des gens qui étaient bloqués en dehors de leur voiture. Donc là aussi, on peut se poser la question de l'utilité de la connexion ou en tout cas de son caractère indispensable. Donc je vous invite vraiment, en tout cas, s'il y a une chose à lire, c'est le papier de Miller et Valasek, il est super intéressant. Juste pour compléter, Arnaud, il y a, dans l'avis de sécurité de l'ICSR sur l'attaque sur la partie Fiat, il y a un papier de l'Université de San Diego qui décrit tous les vecteurs d'attaque sur une voiture qui est assez intéressant aussi. Oui, il y en a énormément. Le nombre de systèmes qui sont connectés, c'est assez incroyable. Rien que le système qui vous donne la pression des pneus, le TPMS, ça peut être un vecteur d'attaque également parce qu'il est connecté à la voiture, il est connecté au tableau de bord, à l'écran. Et les prises au DB2 dans les voitures, on dirait que ce que fait tous les garagistes quand ils montent ta voiture, c'est brancher son PC à lui sur ta voiture. Les premières attaques de Charles Miller, il y a un an et demi, via ce passé port-là. par le rétroviseur. Il suffit juste de démonter le rétroviseur, on a accès aux bus de communication directement puisque le rétroviseur est motorisé. Il y a quand même une particularité sur l'attaque de la Telsa parce que celle de la Jeep se fait vraiment à distance. Sur la Telsa, pour que ça fonctionne, l'attaque qui avait été publiée, il fallait démonter le tableau de bord, se brancher sur le port qui était derrière le tableau de bord, et après on pouvait avoir accès au système de contrôle de la bagnole. Ce qui veut dire déjà qu'on est dans la voiture. Ouais, il y avait d'autres choses, hein. Il y avait aussi le code de déverrouillage qu'on pouvait brute forcer, qui pouvait permettre de rentrer dans la voiture. Et c'est ce qui permettait de vraiment bloquer les freins comme c'était la Jeep ou le faire marche arrière comme les précédents ne pouvaient pas le faire, etc. Pour la Telsa, il fallait être dans la bagnole. D'accord. Ouais, c'est pareil. Ensuite, autre vulnérabilité réseau, FireEye qui fait des appliances qui font du sandboxing sur des flux mail ou proxy qui permettent d'émuler et de voir s'il y a un comportement anormal. Ça sert à rien. Il y a énormément de vulnérabilités sur ces appliances, il y en a eu pas mal récemment qui ont été publiées et corrigées. Et là en fait un chercheur dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse, a publié sur Twitter une vulnérabilité en disant j'en ai plein d'autres et je les vends. $10 000 minimum. Achetez des vulnérabilités. La suivante, c'est pas vraiment une faille de sécurité, mais je trouve que ce sera très rigolo, c'est une erreur de concept chez Cisco. En fait, vous avez des câbles Ethernet qui parfois ont une espèce de petit bec en plastique qui permet d'appuyer un peu mieux pour enlever le câble. Et le problème, c'est que sur les switches Cisco, le bec du câble se trouve pile à l'endroit où se trouve le bouton qui permet de rebooter le switch et de remettre la conf à 0. C'est dommage. Un seul bouton sur le switch. Il y a un bouton sur le switch, bien sûr. Il est au-dessus du port 0. C'est ça. Un point intéressant, c'est comment devenir root sur macOS en un seul tweet, c'est-à-dire en moins de 140 caractères. Vous avez là une vulnérabilité qui marche très bien. Là, je ne sais pas si vous en parlez. De StageFright, quand même, je pense qu'on l'avait déjà on en avait parlé, hein, donc c'est une vulnérabilité dans les librairies multimédia. Donc, par exemple, à l'affichage d'un MMS, exécution de code qui permet. Alors, c'est pas directement de prendre le contrôle du téléphone. C'est l'exécution de code, mais au niveau de l'application. Au niveau de l'application, voilà. Donc, StageFright, c'est la librairie multimédia de Android. Donc, la plupart des applications l'utilisent. WhatsApp, tous les trucs comme ça. Et donc en envoyant un message qui exploite une vulnérabilité, on peut exécuter du code, mais au niveau de l'application, donc après il faut une autre vulnérabilité pour sortir de la sandbox et exécuter du code au niveau kernel. Et c'est quand même gênant. C'est très gênant, c'est surtout les téléphones, c'était 1 milliard de téléphones puisque c'est surtout depuis la version 2 et surtout avec du WhatsApp, parce qu'avec WhatsApp on a accès à tous les contacts. Donc là il suffit d'exploiter ça et de récupérer tous les contacts d'une personne. C'est warmable. C'est warmable. Voilà, et en plus ça peut se retransmettre aux autres. Du coup aussi 29 vulnérabilités dans Google Chrome, hein, parce qu'il n'y a pas que Internet Explorer, pour être juste. OpenSSL, alors la vulnérabilité, je vous recommande d'aller écouter l'émission, le podcast No Limit Sécu de juillet qui en parlait, qui est très intéressant. Mais c'était juste pour parler, donc encore une fois, de 360 Vulcan, donc les Chinois, qui ont fait un article et une analyse très très détaillée et vraiment compréhensible de la vulnérabilité, de comment ça fonctionne. Donc voilà. RC4 est encore cassé. Petite parenthèse sur RC4, parce que là ça impacte aussi WPA TKIP qui est basé sur le pratiquement là-dessus. Oui, c'est RC4 pas uniquement dans SSL, c'est RC4 aussi avec le Wi-Fi. Non, pas que TKIP. Oui, en TKIP. En fait, en WPA2, AES et CNP c'est pas impacté, mais en TKIP c'est impacté. Et Google, Microsoft et Mozilla annoncent l'arrêt du support de RC4. Microsoft, c'est un bon moment.
Juste le premier qui était assez intéressant, c'est quelqu'un qui a essayé de trouver comment insérer une backdoor dans le JavaScript. Il s'est dit que c'était une bonne idée de le faire par la transformation de code qui est opérée par ce qu'on appelle les minifiers. C'est quelque chose qui réduit la taille du code JavaScript pour qu'il soit chargé plus rapidement. Et du coup, si on fait ça proprement, on peut coder quelque chose qui a l'air totalement sain, mais qui, une fois qu'il va être transformé pour être raccourci, enlever les espaces, va permettre, par une erreur sur le type notamment, à cause de ce type de conversion, de contourner des mécanismes d'authentification par exemple. Donc voilà, c'est assez rigolo. Vulnérabilité sur tout ce qui est Thomson Reuters, c'est toujours intéressant parce qu'il y a toujours pas mal d'argent en jeu. SHA-3, Ketchak, donc a été publié par le NIST. La particularité par rapport à SHA-1 et SHA-2, c'est que là on peut faire du condensat vraiment sur un flux. ROT 26, je vous recommande d'aller voir. C'est 2 fois plus sécurisé. Ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est excessivement bien fait. Ah bah c'est un site moderne, les gars ils ont passé du temps dessus. Vous avez vraiment à les consulter. Mais c'est une blague. Tu veux parler de la première? Non. La deuxième est plutôt intéressante parce que c'est encore les Russes. Dans Firefox, pour éviter les problèmes du lecteur de PDF d'Adobe, a été intégré un lecteur PDF qui est codé en JavaScript. Donc c'est comme une espèce de petite sandbox qui permet de lire un PDF, sauf que des pirates, on ne sait pas qui, ont réussi à trouver une vulnérabilité qui permet, entre guillemets, de sortir, c'est pas vraiment une sandbox, mais en gros, de faire exécuter autre chose à ce lecteur de PDF en JavaScript. Et donc on crée un serveur en Russie, forcément, et exploiter la vulnérabilité pour récupérer plein de fichiers sur le disque dur des PC. Ça pouvait donc récupérer, je crois que c'était essentiellement visé, ce qui était visé c'était les fichiers qui contenaient les mots de passe SSH, SFTP, type WinSCP, des trucs comme ça. Bon, le TC password, historique d'un host, etc. Après, je ne sais pas si ça a été beaucoup exploité, mais Mozilla a été hyper réactif et a publié un correctif dans les 24-48 heures, je crois. Ah oui, Dark Code, c'est la deuxième ligne, un malware pour Android qui a fait beaucoup parler de lui. La légende voulait que ce soit un stagiaire de FireEye qui l'ait codé, et effectivement il a reconnu, il a été jugé. C'est bien un stagiaire de chez FireEye qui combat les malwares qui a codé ce malware, qui a fait quand même pas mal de dégâts. Et la personne qui intervenait tout à l'heure parlait de ça. Apparemment Kaspersky aurait créé des pseudo-malwares, enfin des faux malwares en 1997, pas vraiment des malwares, des codes détectés comme des malwares mais qui n'étaient pas... Ça reste à prendre avec des pincettes, ouais, c'est toujours dans le monde de l'entreprise. C'est vraiment au conditionnel. Enfin, l'objectif était de pourrir les antivirus concurrents. Un des services réflectifs nouveaux qui utilise cette fois le protocole BitTorrent, avec un effet de levier qui n'est pas énorme mais toujours intéressant, qui est de 4. Et vu le nombre de serveurs BitTorrent qui existent, je pense que ça peut être intéressant. Celle-là, le premier a été présenté à la Black Hat, donc c'est une arme à feu, un gros fusil d'assaut américain connecté. C'est un fusil de chasse. Excuse-moi. Enfin, quand tu vois le machin. C'est pour des gros animaux. Et ce que j'ai trouvé exceptionnel, c'est que en fait, le truc est connecté à la fois en Wi-Fi et à la fois en 3G. En Wi-Fi pour le entre guillemets pilote et en 3G pour qu'à la maison, maman puisse regarder Marie en train de tuer les animaux. Et alors la partie 3G, 4G, j'ai rien vu là-dessus. Par contre, la partie Wi-Fi, elle, est piratable et on peut prendre le contrôle du fusil à distance, mais bon après c'est que le Wi-Fi n'est pas protégé, c'est juste ça. Ouais, en fait c'était, moi j'ai vu, c'était présenté à la DEFCON, du coup je l'ai vu, j'en parle juste 2 minutes, moi j'étais vachement déçu parce que techniquement c'était un peu ridicule, hein, le Wi-Fi était open, et donc voilà ils peuvent se connecter, faire des actions, et ensuite ils sont connectés en démontant le fusil sur les bons ports sur le PCB, ils ont récupéré le système de fichiers, ils ont vu qu'il y avait une API d'admin qui n'était pas authentifiée, donc là on pouvait modifier les réglages sans authentification. Néanmoins, l'impact il reste assez faible. Comme dit, c'est un fusil qui est fait pour la chasse. Enfin, c'est une lunette qui se fixe sur un fusil pour la chasse. Donc globalement, le fusil ne bouge pas tout seul. Il ne va pas tout seul tirer sur des gens. C'est juste qu'on peut lui faire changer légèrement de position en indiquant qu'on a des mauvaises cartouches, par exemple. On peut tromper le tireur. Voilà.
caractéristique. Mais ça va pas le faire tirer sur d'autres gens, quoi, globalement. Mais tu peux faire tirer le fusil ou pas? Non. Tu peux pas l'utiliser pour un attentat en le mettant à un endroit. Bah, il faudrait déjà que quelqu'un mette le fusil au bon endroit. C'est un système qui fait que tu vises, tu définis ce que tu vises. Et dès que tu es devant, ça tire. Tu appuies sur la gâchette, ça ne tire pas, jusqu'à ce que ton point de visée soit aligné sur ce que tu as désigné. Donc en fait, ce que tu peux faire, c'est faire croire que tu as visé la serrure sur la porte, alors qu'en fait, c'est la tête du voisin qui est devant la. Donc il ne déclenche pas de tir à distance. Ce sera la prochaine version. Là, Sachant que ce type de dispositif, c'est interdit en France pour la chasse. Non, mais je précise. Bon, ça, je passe. Alors ça c'est rigolo, c'est juste pour le troll. C'est qu'il y a un slide confidentiel de la NSA qui a fuité, qui a été préparé en février 2014 pour faire peur à des généraux. C'est la carte que vous voyez et chaque point rouge c'est censé représenter les 600 dernières attaques des Chinois réussies aux USA. Sauf qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas quelle est vraiment la cible, si c'est un data center, si c'est des bureaux, enfin bon, c'est juste pour faire peur. Donc moi je vous ai fait la carte de la France. Il y a des endroits où il n'y a pas internet. En France? Si. En fait, si tu reprends l'échelle entre les deux cartes, il n'y a qu'une seule attaque. Et un autre point rigolo, parce que c'est sorti très peu de temps, c'est donc un pirate qui s'appelle Highvoid Warranties qui a piraté les panneaux de fichage de Lille. Juste un petit point, c'est par rapport au piratage de Sony donc de l'année dernière, qui a fait beaucoup de bruit. Il y a eu une class action lancée par un certain nombre d'employés qui fait de la divulgation de leurs informations personnelles. Et apparemment, il y a un accord de principe, donc argent, entre Sony et ses employés. C'est intéressant. Alors, ça, c'est intéressant. Le Bugzilla de Mozilla qui a été piraté. Donc, Bugzilla, c'est un outil open source qui permet de gérer le versionning de son application, de son code et de faire tout ce qui est le forum de discussion, tous les patchs de sécurité, etc. Il y a une partie qui forcément est privée puisqu'il y a des vulnérabilités de sécurité qui ne sont pas publiques et qui ne sont pas encore corrigées, qui sont en cours de correction. Et le problème, c'est que le Bugzilla a été piraté. Enfin, des gens y ont eu accès. Apparemment, les gens, ça fait presque 2 ans qu'ils y auraient accès ou qu'ils essaieraient d'y avoir accès. Et Mozilla estime qu'il y aurait jusqu'à 53 0 day, donc failles non corrigées, sur Mozilla qui auraient été volées. Enfin, les hackers ont pris connaissance de ça. Il y a au moins un exemple d'attaque réelle qui a été détectée avec une vulnérabilité qui était connue que dans cet outil, a priori. Après, je ne sais pas comment on appelle une vulnérabilité qui est connue de l'éditeur mais qui est encore corrigée, c'est pas vraiment une 0 day, c'est une 0,5 day. Une demi-day. Et du coup, quand même, donc ils vont réparer leur outil, c'est-à-dire qu'ils vont renforcer le contrôle d'accès et imposer l'authentification par 2 facteurs, ce qui laisse à supposer que c'est quelqu'un dont l'identité aurait été usurpée par un mot de passe en fait. Enfin, ça lève une autre question, c'est s'il y avait 53 failles connues, déjà depuis quand, si c'était le mois dernier ou si c'était depuis 2 ans ou plus, et pourquoi ces 53 failles ne sont toujours pas corrigées? Ça pose quand même des questions existentielles. Il faut du temps pour les corriger. Si tu veux, quand on nous dit 53 0D, ça donne l'impression qu'avec chacun de tes 0D, tu vas prendre le contrôle du poste. Ah non, là c'est 53 critiques. Oui, non. Il y a beaucoup de vulnérabilités, et là c'est 53 critiques, donc c'est l'exécution de code, l'ouverture d'une page. Et bah, tu peux te demander pourquoi en 2015 tu as 53 exécutions critiques dans un produit qui est sur la moitié des postes. Dans Internet Explorer, il y en a 29 qui ont été corrigés juste ce mois-ci, donc finalement en termes d'échelle, c'est pareil. Oui, mais Internet Explorer, la société elle ne fait pas que ça. Alors que Mozilla, quand même, c'est leur cœur de métier. Je te laisserai poser la question sur Twitter. C'est que Firefox ou c'est d'autres trucs genre Firefox OS par contre là il parle que de Firefox, mais il y a peut-être aussi des vulnérabilités sur Thunderbird Pour moi c'est le Bugzilla. Ah si, c'est le Bugzilla de Mozilla. Je sais pas si. Parce qu'il y a IceDog. Oui, oui. Ah, ça existe encore. Ouais. Bon, je passe parce que le slide suivant, c'est presque sans fin. J'ai refait le logo parce que suite aux révélations sur le CEO, Ashley Madison, donc c'est une entreprise qui fait un site web de rencontres extra-conjugales, donc pour tromper son mari et sa femme, sauf qu'il y a eu
potentiel piratage avec une annonce demandant à l'entreprise de fermer ses... Enfin, l'entreprise s'appelle, j'ai oublié le nom, bon, c'est pas très grave. Demandant à l'entreprise mère de fermer son site web ainsi qu'un autre qui est un équivalent de Sugar Daddy mais de cette entreprise. Et comme l'entreprise n'a pas fermé le site, les données ont été publiées en 3 lots. Donc je passe vite sur le hacking parce qu'en soi c'est pas très intéressant. L'entreprise a mis 500 000 $ canadiens sur la tête du pirate, bon voilà. Suite à la publication, il y a une campagne de spam qui a été envoyée à tous les clients du site pour leur demander de l'argent, sinon on les dénoncerait à leur femme, vu que maintenant c'est public. Tous les mots de passe ont été analysés, classés, etc. Mais bon, ça c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que la base de données du site a été analysée et les mails du CEO ont été analysés. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, la plupart des profils de femmes sur le site étaient des bots, des faux profils créés par des Indiens, des gens comme ça, juste pour attirer le chaland. Et que le business model du site, c'était premièrement d'attirer des hommes pour qu'ils s'inscrivent, les faire payer pour effacer leurs données, qui étaient en plus effacées, et aussi les faire payer pour contacter les femmes. Parce qu'en fait, il y avait des robots qui prenaient les profils des femmes, envoyaient des messages aux hommes pour dire « Hey, vas-y, contacte-moi, hey, bonjour, j'aime bien ta photo ». Donc l'homme voulait répondre, mais devait payer pour répondre à un robot. Mais ils avaient aussi des faux profils qui étaient créés par des vraies personnes. C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu dans le passé une attaque, l'équivalent américain des prud'hommes, de quelqu'un qui a dit j'ai des douleurs aux doigts parce qu'on m'a fait créer 2000 faux profils de femmes sur le site dans la journée. Donc en fait, ils ne les faisaient même pas de manière automatisée, enfin, ça uniquement. Oui, en fait, on le voit dans les échanges du CEO, c'est qu'ils demandent à des entreprises de créer 500 comptes en Europe, 600 comptes en Inde, des trucs comme ça. Donc voilà. Du coup, au final, le nombre de comptes réels de femmes, je crois que c'était. Moi, j'ai lu quelque chose entre 15 et 20 000 sur 37 millions de membres. En fait, donc, il y avait une analyse de Gizmodo, je vous ai mis le lien ici. La première analyse, ils avaient trouvé 12 000 comptes de femmes actifs. Alors, HTM Madison a dit mais non, vous avez mal compté, il faut recompter. Donc ils ont recompté, je crois qu'ils ont trouvé. La question, Vlad, c'est finalement tu as réussi à te faire rembourser ce que tu donc voilà, en gros, ce site c'était une totale escroquerie. John McAfee a donné son avis sur l'affaire, forcément. Vous avez une analyse sur No Limit Sécu. C'est quoi son avis? Son avis, c'est que c'est une attaque interne et que c'est une femme qui l'a fait. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai parce qu'en fait, par rapport à, il y a une manière d'insulter les hommes anglo-saxons que seules les femmes emploient. Je crois que c'est scumbag, voilà, c'est ça. Et un mec ne dirait pas à un autre mec scumbag. C'est John McAfee, quoi. Bon, j'en reparle après. C'est nominé au Pulley Awards 2015. Je pense qu'ils vont gagner. Et aux États-Unis, il y a une class action qui est lancée sur le sujet. Il y a 2 suicides aussi. Il y a 2 suicides qui sont potentiellement attribués à l'affaire, mais. Du coup, il y a quand même un point qu'il faut préciser, c'est que les corrélation et causalité. On a trouvé une clé USB à côté des fichiers. Il y a une question qui est quand même intéressante que posait Nicolas sur le podcast No Limit Sécu, c'est ça fait quand même beaucoup de données. Comment est-ce que la personne a réussi à sortir tout ça? Parce que les derniers mails datent de juillet, je crois, j'ai pas tout regardé. J'ai récupéré le premier c'était 10 gigas, le deuxième 20 gigas. Le dernier, moi il est bloqué à 93%, donc j'ai dû récupérer une partie. Donc ça fait effectivement beaucoup de données exfiltrées. Mais les derniers mails, je crois que c'est juin ou juillet. Ça fait quand même beaucoup à exfiltrer. Ouais, effectivement, la clé USB avec la personne en interne, ça paraît plausible. Et bon point, le stockage des mots de passe, qui était fait, si je ne m'abuse, en PBKDF. Et du coup, pas si facile que ça à casser, c'est pour ça qu'il n'y a pas encore eu de... Ouais, enfin, la problématique, il y avait une réaction là-dessus qui disait que c'était bien d'avoir chiffré les mots de passe, mais ça aurait été bien de chiffrer les adresses mail. Effectivement, pour ce type de business, oui. Mais du coup, il y a quand même quelqu'un qui a réussi à en casser 4000 rapidement avec la liste Rockview. Voilà. Donc, ils avaient un bon algorithme de stockage des mots de passe, mais pas de bonnes règles de définition des mots de passe. Oui, tout est sorti, enfin, code source des applications. Enfin. C'est ce qui a permis à Gizmodo, avec le code source, de revoir leur évaluation du nombre de comptes de femmes actives. Sur la partie pentest, je le fais brièvement. Sur la partie Windows, 2-3 choses intéressantes. Sur les SID Story, je ne sais pas si je l'avais déjà évoqué, ça consiste, c'est un paramètre spécial des comptes qui est utilisé pour les migrations d'un Active Directory à un autre. Et en fait, ça permet de dire qu'une personne fait partie d'un deuxième groupe sans qu'elle soit vraiment dedans. Donc si on veut être un peu discret, au lieu de se mettre dans le groupe admin de domaine, on va simplement modifier le paramètre SID History du compte et lui faire croire que c'est un compte qui est dans le groupe admin du domaine. Donc ça c'est assez intéressant. C'est intégré à Mimikatz, c'est dans Impacket pour faire des attaques sur les domaines AD. On peut maintenant facilement exporter tous les mots de passe d'un domaine avec la fonction DCSync, là aussi Mimikatz, ou en exporter un seul, celui qu'on veut, tandis qu'avant on était obligé de dumper tout et de faire le tri.
Ensuite, CrackMapExec, c'est juste une sorte de package avec 2-3 outils très intéressants pour le pentest Windows, développés en pur Python. Et qu'est-ce qui est intéressant, le dernier Cracklore qui a été présenté à la Black Hat, je crois, c'est un système de distribution de tâches qui est fait notamment pour le craquage de mots de passe. Alors il n'y a pas d'interface, hein, c'est vraiment juste le back-end, mais ça permet de distribuer des tâches gourmandes en CPU sur plusieurs machines. C'est développé en Go, c'est la première fois que je vois un vrai projet. Si c'est développé en Go, ça veut dire que c'est portable sur un Oui, tu peux. Sur les SCADA, tu veux... Non, le sondage n'est pas très intéressant, je l'ai mis, mais en fait les questions sont mal posées, donc les réponses sont incompréhensibles. Qu'est-ce qui est intéressant? Peut-être, il y a juste celui-là. Alors des vulnérabilités, j'en ai mis pas mal parce que j'ai fait tous les bulletins de l'ICSR que je n'avais pas forcément fait le mois dernier. Sur les centrales solaires de petite et de moyenne taille, il y a une solution qui s'appelle Webbox SMA qui permet de gérer tout ça à distance depuis Internet. Donc il y a un compte qui est codé en dur et par ailleurs il y en a 1277 en France, donc si vous voulez vous amuser. Voilà. Le reste c'est standard. Qu'est-ce que tu peux faire dans l'administration du central solaire? Arrêter la production électrique, globalement. En fait, il n'y a pas de mécanique, on ne va pas pouvoir le casser, je ne pense pas qu'on puisse surcharger. D'un point de vue électrique, il y a des protections plus physiques, donc pour moi c'est vraiment plus foutre le bordel. D'accord. Je crois pas qu'il y ait vraiment la possibilité vraiment de faire des actions dessus. Ok. J'ai pas essayé, hein, pas trop. Voilà, après là c'est pas super intéressant. Ah oui, il y a un interpréteur Python en JavaScript. Je vois pas l'intérêt, mais c'est le premier. Pour pouvoir faire du Python dans ton navigateur web. Il y a PHP qui a annoncé que PHP 7 serait 4 fois plus rapide en temps d'exécution que PHP 5. Après, je me suis demandé si c'était PHP 6. Voilà. Merci de cette information. C'est parce que je vois PHP Book. Oui, parce qu'ils ont un espèce de langage qui ressemble à du PHP qui permet de le compiler comme du C. Le dernier, c'est que Tor c'est trop lent, donc il y a des travaux de recherche sur Hornet qui serait une espèce de Tor optimisé et qui permettrait d'atteindre le giga, je crois. C'est la NSF, Ça repasse. C'est pareil. Ah oui, Fieldbook Secure, donc le smartphone français sécurisé. Donc j'ai vu ça, une espèce de truc Android durci, j'attends de voir. Et alors il y avait pas mal d'échanges sur les diffusion de l'OSIR sur un Windows impossible à pirater, donc d'une entreprise Morphisec qui est israélienne. Donc c'est Prevent Zero Day Vulnerabilities, Randomize All Memory, enfin en gros, de ce que j'ai compris en lisant en détail, c'est un peu de durcissement, du Emmet, un outil de durcissement gratuit de Microsoft, ou Cyvera, qui est un équivalent payant fait par une boîte israélienne, avec beaucoup de marketing. Alors, on va arrêter avec les non mais c'est de la com. Flash, c'est la fin. Donc Google, Netflix, Microsoft, Mozilla, Amazon arrêtent Flash, à la fois dans les navigateurs et à la fois dans la régie publicitaire. Donc tout comme Internet Explorer 6, Flash va disparaître. Oh bah oui. Mais par contre, il y a un truc qui va rester, comment ça s'appelle? C'est R, non? Leur truc local sur le poste. Ouais. Ça, R. Ça, je pense qu'il y a encore beaucoup d'applications qui sont développées avec ça et qui vont rester. Et c'est un moteur Flash. C'est un moteur Flash. Donc ça, j'avais rien. J'ai pas lu. Alors bon, ça vous l'avez tous vu, Google devient Alphabet. Enfin, c'est une holding qui gère toutes les lettres de l'alphabet qui sont ces entreprises. Moi je me demande si c'est pas pour éviter un jour la loi antitrust américaine et pas faire comme General Electric. Aussi un petit truc rigolo, à partir du 22 septembre aux États-Unis, vous allez enfin pouvoir écouter vos MP3, puisque le brevet sur le décodage du MP3 expire le 22 septembre. Ça n'a aucun intérêt. Ah oui, donc les boîtes noires, ça a été validé par le Conseil constitutionnel. Voilà. Un excellent article sur les boîtes noires sur le blog de Laurent Bloch écrit à ma connaissance par Harry Copos. L'un de vous deux pourra me renvoyer, comme ça je le rajouterai.
Un autre point intéressant, donc Zerodium, c'est un programme, donc VUPEN, comme vous le savez, de Montpellier a quitté la France pour Singapour, Luxembourg, je sais plus où. Et donc VUPEN a sorti un programme qui s'appelle Zerodium, un nouveau programme d'achat de Zero Day, et a trollé pas mal sur internet en disant voilà, moi j'achète vos évasions de sandbox Chrome 45 000 $, et pour la faille MMS Android dont on a parlé précédemment, enfin faille plutôt de la librairie multimédia de Android, eux sont prêts à payer 100 000 $ pour acheter ces vulnérabilités. Tu sais pourquoi ils ont fait ça? Parce que c'est du marketing. Oui, mais pourquoi ils l'ont fait, c'est parce que il y a eu une prime sur la faille, sur la vulnérabilité. Ah oui, qui était ridicule de 10 000 €. 10 000 $, c'était 1337 $. Et donc Ben a réagi en disant bah, nous on aurait payé 100 000 $. Juste parler du le premier, le bug bounty, voilà, quand on compare ce qui est prêt à payer VUPEN, alors que Mozilla a beau doubler sur bug bounty, ça reste que à 10 000 $, il y a quand même un problème à ce niveau-là. Et ça, tu en parlais tout à l'heure, donc les Natu, je crois comment on le dit, donc Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, qui sont les remplaçants entre guillemets des GAFA, encore un terme totalement européen, par franco-français. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'ils n'ont aucune pitié, que les autres sont des vieux et que eux, en gros, c'est l'argent qui les intéresse. Je crois que c'est ça, en gros, JP, si je résume. Les Natu par rapport aux GAFA. Sur la pour l'argent, ça prend leur place. C'est les prochaines entreprises importantes à connaître. Donc, retenez bien Netflix, Airbnb, Tesla, etc. Et alors ça, c'est un peu lié à Zerodium, c'est Pwn to Own qui était donc un challenge concours. C'est Pwn to Own mobile. Ouais, mobile, oui, je l'ai retiré, je l'ai remis. Qui est annulé. Parce qu'en fait, le principal sponsor, c'était HP par son programme d'achat de vulnérabilité ZDI, donc Zero Day Initiative, qui, du fait des accords de Wassenaar sur l'exploitation des armes, qui maintenant concerne les armes, les vulnérabilités, donc les armes numériques. Les exploits logiciels. Les exploits logiciels, ouais. Donc en fait c'est trop compliqué au niveau du licensing et donc HP arrête le sponsoring et donc Zerodium a encore trollé le sujet en disant le concours est arrêté mais nous on achète 100 000 $ vos exploits. Et il y a des informations qui circulent, enfin HP a communiqué sur le fait qu'ils avaient dépensé 1 million $ en avocats pour savoir s'ils pouvaient le faire ou pas, parce que justement la façon dont Wassenaar est appliqué, et a été intégré à la législation japonaise est assez floue et du coup c'était trop risqué à la fois pour eux et pour les chercheurs. Du coup, ils ont préféré retirer leur sponsorship. Un autre point aussi qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, quand on achetait des routeurs Wi-Fi de différentes marques, on pouvait flasher, donc remplacer le firmware par un firmware alternatif. Et donc la FCC souhaiterait empêcher ça. Et donc il y a tout un consortium d'entreprises qui a lancé Save Wi-Fi pour que l'on puisse justement flasher ses propres routeurs Wi-Fi en faire ce qu'on veut. Pardon ? Sinon, ça veut dire les backdoors quand tu flashes. Ah bah oui, forcément. Un autre sur la Russie, donc à partir du 1er janvier 2016, en Russie, il faudra avoir des logiciels russes. Et qu'il faut que les centres de données soient en Russie aussi. Et que les centres, oui, ça c'est déjà passé par contre. Oui, c'est surtout ça qui est important, c'est que les données russes doivent rester en Russie. Mais ça c'est déjà passé l'année dernière. Mais c'est ce qu'il nous faut pour relancer le cloud souverain en fait. Il manque que la loi en fait. Mais ça, il faut avoir des logiciels russes, c'est-à-dire que... Parce que quand tu sais que le soit développé par des Russes en Russie, soit éventuellement dont le code source a été revu par la Russie. C'est le cas de Windows. Alors, ensuite, conférence, donc la Black Hat, vous aurez un compte rendu donc, après cette revue. Non, c'était la DEFCON. La DEFCON, vous aurez un compte rendu après cette revue. J'étais pas à la Black Hat. Et vous avez également dans le podcast No Limit Sécu. Petite remarque pour ceux qui reviennent de la DEFCON Black Hat, est-ce que vous avez bien suivi la checklist de changer son mot de passe, changer sa CB, reflasher son BIOS, réinstaller ses OS et changer de voiture? Tu fais tout ça? Moi j'avais un ordinateur jetable. Sinon au niveau des conférences, prochaine conférence intéressante, donc Drupal, Akito Ergo Sum, et aussi la BotConf en décembre qui se passera chez Google rue de... Écoutez la aussi à Quelu, Luxembourg. Ah oui, Et Akito Ergo Sum, est-ce qu'il y en a qui connaissent, qui sont déjà allés? Qui ont quelque chose à partager sur la conférence? Ça vaut le coup d'y aller ou pas? Oui, c'est bien. Ouais, c'était bien. Est-ce
Moi, je connais pas du tout. Alors, j'ai mis ça parce qu'en fait, j'ai eu quelques débats avec différentes personnes sur les termes informatiques anglo-saxons et français. Et un truc qui m'a étonné, c'est que le Larousse traduit digital comme numérique. Alors que l'Académie française considère que digital, c'est avec les dos. Oui, je voudrais contester certaines. Ah mince, vas-y. Bon, forensics, je pense que ce serait mieux autopsie informatique. Ou informatique post-mortem. C'était toi, ingénierie à reculons, non? Non, c'est Rétro-ingénierie, c'est bien. Man in the middle. Ah oui, le singe intercepteur, on en avait parlé par en dernier. interposition. Mais ça, c'est la véritable définition en fait. C'est monkey in the middle. Et la définition française, ce serait vraiment singe intercepteur, justement. D'après les bulletins du CERTA. Ah, monkey in the middle, c'est la chanson pour gamin. On a du mal à croire que c'est ça qui a fait que c'est devenu singe intercepteur. Malheureusement, oui. Oracle, je suis fier. Oracle recule face à l'ingénierie à recul. Du coup, ils avancent. Donc en fait, la directrice de la sécurité chez Oracle en fait, a posté sur le blog Oracle, je crois que c'est le sien, un article en disant reverser c'est pas bien, trouver des vulnérabilités en faisant de l'ingénierie inverse c'est pas bien, faut pas le faire, vous respectez pas la licence, machin. Et donc elle s'est fait pas mal troller sur internet, il a fait un petit peu de scandale, ce qui fait qu'au final Oracle a supprimé le post et s'est excusé publiquement. Après, il y avait quelques points valides. En fait, ce qu'il disait aussi, c'est qu'ils reçoivent beaucoup de rapports automatisés de code qui a été décompilé, donc qui n'est pas forcément le code exact et qui a été passé dans une moulinette automatique. Et du coup, ils se tapent des rapports de 500 pages et que les clients estiment qu'ils doivent corriger les vulnérabilités alors que la plupart du temps, c'est des faux positifs. Donc voilà, il y a aussi le fait qu'ils ont beaucoup de remontées d'informations qui ne sont pas d'une grande valeur. Je vous laisse juste lire celle-là. Le Darknet, c'est-à-dire les communications Internet cryptées. C'est bien. Et IBM pour trouver les vulnérabilités. Ouais, alors IBM dans la salle, on va pouvoir demander. IBM pour trouver les vulnérabilités, ils ont demandé les autorisations pour chercher d'abord. Oui, alors je ne sais pas du tout. Je suis IBM France, donc je suis partie développement logiciel, donc j'ai aucun. Enfin, je suis comme n'importe quel client par rapport à Xforce. En soi, c'est bon, un gros coup de com', mais c'est finalement intéressant parce qu'il y a énormément de données qui sont accessibles publiquement. Et donc, pour de l'analyse, un forensique, ça peut toujours être intéressant d'aller regarder, bon, sachant que les données sont forcément récupérées par IBM. Je crois qu'Xforce, demain ou dans la semaine, ils présentent les résultats Q3, donc il y a un podcast à 17h, et ce sera peut-être le moment où je vais. Et de toute façon, la sécurité est un domaine porteur. Xforce, ça fait des années qu'ils ont été oubliés. Bien, hein. Et là, depuis un an, on va dire un an, IBM fait beaucoup de communication sur Xforce. Tu peux faire des recherches par IP, HCVE, etc. Quand tu as des IP, a priori, c'est que tu as des serveurs derrière. Dans les entreprises aujourd'hui, on te dit ah oui, mais pour scanner, il faut l'autorisation machin. La question, c'est juste est-ce que Xforce a demandé toutes les autorisations? Ils sont américains, ils font l'autorisation. Ou est-ce qu'ils ont fait comme Primo Hacker et puis ils ont scanné, etc. C'est différent. Ah oui, c'est intéressant. Ah oui, GRSec. Ouais. GRSec qui n'est plus. Enfin, la version stable ne sera plus publiée gratuitement parce qu'un grand fondeur américain, donc Intel, intègre GRSec dans ses objets connectés et sans reverser un centime à GRSec, et pire que ça, modifie des choses dedans sans publier, sans le dire. Donc voilà, donc les gens de GRSec sont un petit peu mécontents et ont décidé d'arrêter de publier. C'est un petit peu dommage. Mais... En fait, ils marketent le fait qu'ils utilisent GRSec alors qu'en fait, ils utilisent une version modifiée de certains patchs. Ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, mais les avocats de GRSec ont conseillé aux auteurs de ne pas les poursuivre en justice parce que finalement ils n'ont aucunement les moyens de gagner. Ce qu'a dit Intel, c'est qu'ils avaient tellement de moyens qu'ils pourraient couler le GRSec avec leurs avocats. Ce qu'a dit l'auteur de GRSec en Suisse de tout ça, c'est que ce qui gonflait le plus, c'était d'avoir des versions non à jour dans les modules embarqués et qu'il n'y avait pas de suivi, etc. Toutes ces raisons. Ça Hacking Team, donc ça aussi c'est l'histoire de l'été, donc une actualité sans fin et des millions de trucs à raconter puisque tout est sorti dans l'entreprise. Dans les mails, on a vu qu'ils avaient voulu assassiner, alors c'est peut-être une blague, mais quand même un défenseur des droits de l'homme. Comment
plus ou moins une blague, mais bon. Ouais, c'est plus ou moins une blague, mais quand même. C'est droit des doutes. Ça a permis de réaliser une étude sur le marché gris des vulnérabilités. Ils étaient en négociation avec le Vatican. C'est dingue. Ils étudiaient aussi le fait de créer des drones avec Boeing pour casser du Wi-Fi. Bon, voilà, il y a eu différents trucs. Je crois que j'ai un deuxième slide là-dessus. Moi, sur leur backdoor. Donc, ils avaient quand même réussi à faire signer leur backdoor par Symantec en utilisant des faux passeports trouvés sur Internet. Bon, maintenant, on a les leurs, donc nous aussi, on peut faire pareil. Enfin, on a leur vrai passeport à eux, donc on peut faire la même chose. Ça pouvait aussi infecter l'UEFI, donc le BIOS, la suite du BIOS, donc résister à un formatage. Il y avait une backdoor dans leur propre backdoor pour qu'ils puissent reprendre le contrôle dessus. Et il y avait aussi une empreinte unique par client, ce qui permettait de détecter quel client avait utilisé quel backdoor. Il y avait une technique pour détecter la virtualisation, donc le sandboxing type FireEye, qui a été repris par des malwares juste après. Voilà. Ah oui, et le hacker donc, qui a piraté Hacking Team est aussi celui qui a piraté les Allemands de Gamma Group. Il a fait donc un post où il explique toute sa méthodologie. Et en fait, si vous avez des gens qui font de l'audit du pentest, là où vous regardez, c'est exactement la méthodologie d'un pentest. Prise d'empreinte, scan, exploitation, progression. Classique. Une parenthèse sur Hacking Team qui est assez intéressante. En gros, pour avoir accès à un click drone qui permet plus ou moins de lancer des attaques comme des zero day qui sont achetés sur un marché qui fait un peu lien et qui donnent des moyens, on va dire, assez avancés d'attaque, ça coûte environ, il est plus revenu de 200 000 $ si on veut attaquer une dizaine de postes avec tous les zero day, plus d'options max. Donc voilà, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on voit l'étendue du marché et qu'en fait, certaines méthodes qu'on pensait réserver plutôt grosses agences de renseignement sont accessibles à soit des polices locales en fait qui paient juste, notamment dans certains pays des Émirats, etc., ou à des particuliers qui auraient beaucoup d'argent. Il y a même un papy apparemment qui, enfin, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais qui se présentait comme un papy qui voulait surveiller ses petits-enfants et qui voulait acheter les virus de Hacking Team. Ce qui a été trouvé dans les emails. Donc, voilà. Alors ça, c'est un post sur Twitter qui a été très rapidement supprimé par la police londonienne, qui avait pris une photo d'un gars apparemment connu, alors je ne sais plus qui c'était, en disant est-ce que vous êtes capable de deviner qu'est-ce qu'on a réussi à prendre en photo donc en fait, la surveillance policière, on dit qu'il n'y aura jamais d'abus, mais voilà, typiquement un exemple d'abus de la police londonienne du système de surveillance. Sinon aussi, ça me fait toujours rigoler ce genre de publication. Donc la Russie nie le fait d'avoir envoyé des troupes militaires en Ukraine. Ils n'ont jamais envoyé de troupes militaires, c'est juste de l'humanitaire, sauf qu'ils se sont un petit peu trompés. Ils ont publié par erreur le nombre de pertes militaires qu'ils avaient en Ukraine sur Internet, c'est dommage. Donc ils ont perdu un peu plus de 2000 soldats en Ukraine. De la même manière, ça a été très vite supprimé, mais bon. Alors, celle-là est assez exceptionnelle aussi. Donc, il s'appelle Joaquim El Capo Guzman, qui est l'un des barons, le plus gros baron de la drogue mexicain, donc qui a été arrêté l'été dernier et ça a fait beaucoup de bruit parce que je crois que c'est lui qui avait un zoo personnel avec des tigres, des armes en or, des liasses de billets, enfin je sais pas, il a l'équivalent de 3 canapés, des liasses de billets chez lui, enfin voilà. Donc il a été arrêté. Il s'est évadé de prison, le truc est aussi rocambolesque, il a réussi à creuser un trou dans sa cellule, des complices ont créé un tunnel de 1,5 km sous la prison avec une mobilette sur un rail pour pouvoir s'échapper. Enfin, c'est digne d'un film, donc le gars a réussi à s'échapper de la prison, sauf que son fils a posté une super photo, où on suppose que c'est son père quand même, a posté une photo sur Twitter de lui avec possiblement son père, sauf qu'il a oublié de désactiver la géolocalisation, donc maintenant toutes les polices savent que le gars est au Costa Rica. Et donc les Mexicains ont envoyé des policiers pour essayer de le choper au Costa Rica. Donc pensez à désactiver, si vous êtes un criminel, pensez à désactiver la géolocalisation quand vous postez sur Twitter. Sensibiliser les enfants surtout. D'accord, ça se fait pas. Tu vois ceux des petits ninjas américains qui voulaient aller s'inviter au mondial de Pokémon. Pareil, ils ont posté un message sur Twitter où on voyait poser des flingues sur le coffre de la voiture, c'était Chicago, nous voici. C'était comme ça. C'est malin. Là, je vais juste parler de celui du milieu. Il y a un concours qui date depuis des années qui s'appelle Assembly, c'est 2015, c'est des démo makers qui font des démos en assembleur pour faire des animations et des trucs assez jolis avec de la musique. Et celui qui a gagné, enfin d'un kilo-octet, et celui qui a gagné cette année, c'est un gars qui a fait ça en JavaScript.
Si vous voulez des informations aussi sur Tor, il y a un truc qui est pas mal, c'est la pérennité des marchés noirs sur Tor, où vous avez un graphique qui vous présente tous les marchés noirs qui ont existé dans Tor, avec leur durée de vie, quand est-ce qu'ils sont arrêtés, les raisons pour lesquelles ils ont arrêté, soit manque de moyens, soit arrêtés par la police. Ah oui, on parlait tout à l'heure, John McAfee is back. Il a été arrêté en état d'ivresse pour port d'armes illégales. Il était à la DEFCON aussi. Et il était à la DEFCON, tout à fait. Apparemment, il a fait de grosses fêtes. Il y avait une soirée dans un club de striptease et il était présent. Et du coup, c'était un peu l'attraction du moment. Et donc, tout le monde allait là-bas pour se faire prendre en photo avec John McAfee. Alors là, il y a un truc intéressant aussi sur les experts américains qui apparemment ne le sont pas parce que excès de confiance, impression de trop savoir, et ça amène les experts à prendre des mauvaises décisions, à être trop sur le dos. Aussi les professionnels de la sécurité, alors encore aux États-Unis, au bout de 10-15 ans, font des burn-out. Depuis combien de temps vous travaillez Ouais, sur celui qui est intéressant, c'est un forum en fait où les gens, où quelqu'un a posé la question, tiens, racontez vos pires erreurs informatiques et les impacts potentiels. Là, c'était quelqu'un qui bossait dans une boîte qui processe des virements. Donc, il expliquait qu'en fait, déjà leur système, il était un peu, c'était pas vraiment stable et qu'en voulant rajouter du stockage, ils avaient fait planter le truc et qu'ils s'étaient retrouvés avec un coup de fil du président de la Banque Centrale Européenne qui disait qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous arrivez à rétablir le service ou pas, parce qu'ils avaient pour 12 trillions d'euros de transactions en attente sur les quelques heures où leur système était indisponible. Ça, c'est quelqu'un qui, c'est juste pour aller plus vite, il voulait rajouter du stockage, il avait prévenu personne et il avait fait comme ça. Donc c'est assez rigolo de voir ce que les erreurs informatiques peuvent engendrer. Voilà, donc c'est le dernier slide. Malheureusement Guillaume n'est pas là, mais ce petit slide pour féliciter JP et Guillaume qui sont papas depuis peu, et puis surtout les mamans. Par contre, faites attention parce que la plupart des babyphones sont piratables. Et souvenez-vous que toutes les usines qui font les petits pots pour bébés ont plein de SCADA bourrés de vulnérabilités. Donc, prochaine réunion le mardi 13 octobre et mardi 22 septembre, prochain afterwork de l'OCIR. La bière ne fait pas grossir, elle augmente la surface de caresse. Et ça, je trouve que c'est magnifique.